Chers amis de TV Liberté, bonjour. Je viens partager avec vous ce matin un trésor, un livre qui est en train de paraître et qui s'appelle « Les prophètes du passé ». Pour en parler, bonjour Sylvain de Moulenheim. Bonjour madame. Vous participez à cette équipe de cette nouvelle édition, la 11e heure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette équipe de la 11e heure et pourquoi ce titre? J'ai une petite idée. Alors, nous sommes 4, Jacques de Guilbon, Rémi Carlu, Nicolas Pinet et moi. Et nous nous sommes dit que nous n'étions pas obligés de rester coincés en matière économique entre l'ultracapitalisme ou le communisme, mais qu'entre les deux, il y avait ce que Jean-Paul II appelait une voie elle-même qui est le catholicisme social. Ouais. Et les ouvriers de la 11e heure parce que on s'y prend un peu au dernier moment. Et puis parce que les ouvriers de la 11e heure, ils sont rétribués de la même façon par le père que les autres. Exactement. Et donc on espère que ça serve déjà, que ce soit utile, que les gens puissent se replonger dans ces textes de ces auteurs fantastiques et puissent en faire leur plus grand profit. Alors, le titre déjà est fantastique, mais c'est une agression. C'était une agression pour un certain nombre d'écrivains de ce temps-là, de leurs ennemis, auxquels Barbet d'Aurevilly répond tranquillement. Les prophètes du passé sont nécessaires pour les nations usées physiologiquement par le temps et spirituellement par l'amour de l'erreur et l'abus de l'intelligence. Je trouve que c'est une définition de notre époque parfaite. Il est remarquable en ce sens. Et puis, alors lui, il n'a pas peur de se battre. On l'a pas appelé le connétable des lettres pour rien. Non. Et oui, il va au combat et il est persuadé que le monde se divise entre deux philosophies, ceux qui partent de Dieu pour aller à l'homme et à la société, puis ceux qui font l'inverse, qui partent de l'homme pour aller à rien. Et il pense que ces deux philosophies ne peuvent pas cohabiter l'une avec l'autre, donc elles doivent se faire la guerre et l'une doit avoir raison de l'autre. Oui. Et que l'une mène à une nation et une société équilibrée, heureuse et prospère, et l'autre arrive à la catastrophe et à la guerre. Alors, lire ce texte, je ne l'avais pas lu quand j'ai étudié un peu Barbet, mais lire ce texte aujourd'hui est un plaisir de roi. Ça, je dois le dire. Ah oui. Il annonce le monde dans lequel nous sommes de façon complètement prophétique, puisqu'il est finalement lui-même, grâce à sa conclusion, un prophète. Il s'ajoute à la liste. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Et pouvons-nous décortiquer cette notion? Prophète du passé, c'est totalement contradictoire. Oui, mais Barbet d'Aurevilly a relevé une injure qui avait été faite à l'un de ceux-là. Il considère qu'un homme normal ne peut se définir que par les injures que lui adressent ses ennemis. Ouais. Donc il relève prophète du passé en disant oui, ces gens-là le sont. Et les prophètes du passé sont des gens qui sont des catholiques, qui voient le monde au travers de la doctrine et de la foi, et qui n'en débordent pas, et qui annoncent le futur, justement, par le fait que les gens qui font le présent de Barbet, et qui feront le futur de Barbet, sont dépourvus justement de cette vision-là. Alors, quel est le temps du présent de Barbet? C'est 1800... Alors, le prophète du passé ont 3 dates. Le premier, c'est il publie la première version en 1851, donc juste après la Révolution de 1848. Oui. Il aura une édition, il augmentera son édition en 1860, et puis une 3e fois en 1879, où là, vraiment, il clôt le chapitre. Et donc, on est sur la deuxième moitié du 19e, et il assiste à l'émergence du socialisme, il assiste aussi à l'émergence de l'ultracapitalisme qui le fait, par contre-coup, aller chercher Blanc de Saint-Bonnet pour avoir enfin une vision économique un peu plus catholique. Et c'est le moment où sont en train de germer les arbres sous lesquels nous sommes, à l'ombre desquels nous sommes aujourd'hui. À l'ombre, vous êtes une ombre bénéfique. Non, celle-là, on nous cache le soleil. Oui, j'aime bien cette vision-là, oui. Ce qui est de très intéressant, c'est qu'il est extrêmement clair dans son énoncé. Il a vu l'échec de la Restauration. Oui. Et il est très accusatoire pour les rois de France. Pour les rois de France, oui. Et les royalistes. Et les royalistes. Pourquoi
Il pense que... Alors la charte, pour lui, c'est l'abomination de la désolation. Ouais. Il pense qu'en fait, les rois n'ont plus osé être rois. Voilà. Les rois se sont cachés d'être rois. Les rois ne voulaient plus assumer le fait qu'ils tenaient leur pouvoir de Dieu et surtout pas du peuple. Donc il a des mots assez durs sur Louis XVI, il a des mots assez durs sur Louis-Philippe. Ouais. Il est plus bienveillant envers Charles X. Ouais. Mais donc les derniers rois, et vraiment, il les assomme. Et il assomme aussi certains prophètes du passé. Chateaubriand, par exemple. Oui, alors on va y venir, ce que je trouve étonnant, c'est l'idée que la monarchie constitutionnelle est nuisible. Ah oui. C'est ça qui est amusant. Ah mais c'est un radical. C'est un radical. C'est un radical. Oui. Pour lui, l'idée que... Cela dit, on le voit bien aujourd'hui, les monarchies constitutionnelles ne servent à rien. Oui, et puis elle s'auto-sabote. On a un roi d'Angleterre qui a dit il n'y a pas très longtemps que pour supprimer les pairs héréditaires, qu'en fait l'hérédité n'avait pas de sens. Oui, oui, absolument. Et bon, peut-être qu'il a des raisons de penser que son hérédité n'est pas juste. Bon, mais non, il vient de commencer le rabat de Nord avec les musulmans. Là, il y a quand même... Oui, c'est vrai. On ne voit pas un roi de France commencer le ramadan, c'est tout à fait étonnant. Alors, 4 portraits pour ces prophètes du passé. Xavier de Maistre, Bonald, Oui. Chateaubriand et Lamennais. Oui. Alors, le peloton de tête, c'est des gens que notre Barbet d'Aurevilly aime beaucoup, admire parfaitement. Les 2 autres, ils ont fauté parce que ils ont eu un début en force, clair, net, et puis après, ils ont péché en déraillant, disons-le clairement, en déraillant. On n'a pas parlé de ce qui s'est passé dans la vie de Barbet, parce que Barbet est ce dandy fantastique qui brûle la vie par tous les bouts, qui est un grand noceur, et tout d'un coup, que se passe-t-il ? Son petit frère devient prêtre. Et là, je crois que la vérité divine lui tombe sur la tête, et il comprend 1000 choses. C'est assez beau comme histoire. Oui, il s'auto-appelait le roi des ribauds pendant sa première période parisienne. Roi des ribauds. Des ribauds, voilà. Il n'a eu de cesse plus tard de décrire à quel point il était tombé bas, et à quel point il avait été un jouisseur. Et après quand son frère devient prêtre, il entame un parcours qui est assez rapide, qui l'amène à la conversion. Il va s'isoler quand même à la campagne pendant de longs mois pour quitter Paris, vraiment se couper de toute son ancienne vie. Et il est revenu converti de ce séjour à la campagne. Et à partir de là, il devient très sérieux sur ce qu'est la vérité, comment se conformer à la vérité. Et il n'y a pas 36 solutions. On est dans la vérité ou pas. Il n'y a pas de zone grise, il a la chance d'être très clair, comme vous l'avez dit, limpide. Il a une vision qui est extraordinairement limpide. Et donc, il n'a pas de mots assez chaleureux pour Bonald et Joseph de Maistre. En revanche, vous avez raison, Chateaubriand et Lamennais se font éreinter sur la moitié du... C'est très intéressant. On parle d'eux après. Mais Xavier de Maistre, alors, l'homme de foi. L'homme de foi et qui prend les faits historiques devant lesquels les faits patents, palpables, comme les faits physiques, et la philosophie n'a plus qu'à baisser ses yeux de taupe et son orgueil encore plus aveugle que ses yeux. C'est quand même fantastique. La philosophie aveugle. C'est sa grande ennemie, la philosophie. Oui, il n'aime pas... Mais c'est l'autre versant des... Pour lui, il y a 2 philosophies. Celle qui descend de Dieu et puis celle qui essaie d'y remonter. Oui. Et forcément, elle ne marche pas. Oui. Et donc, pour Joseph de Maistre, il ne cesse de dire que c'est le prophète de l'aperçu. Pour lui, Joseph de Maistre est un visionnaire. Oui. Il voit les choses. Et il décrit ensuite ce qu'il voit. Oui. Un peu comme Taine. Un peu comme Taine, absolument. Taine qui a fait qui n'a rien d'un grand chrétien, qui n'a rien qui va faire ce livre sur la Révolution et qui en bon scribe va noter tous les faits et puis la vérité va lui éclater au nez et il va devenir le pire contempteur de la Révolution. Oui. Et donc c'est assez amusant de voir
de lire Barbey qui éreinte Lamennais d'un côté, qui est un abbé, pour ensuite dire beaucoup de bien de Taine, qui n'a rien à voir avec le catholicisme. Mais pour revenir à Joseph de Maistre, il y a cette vision chez Barbey qu'il y a deux types d'intelligence, l'intelligence instinctive, celle de l'instinct, et puis celle du rationnel, et vraiment il privilégie l'instinct. Oui, ce qui atténue la notion du prophète, parce que chez des rationalistes comme aujourd'hui, le mot prophète, c'est quand même... on est quand même très éloigné de l'Ancien Testament où on révérait les prophètes. Mais aujourd'hui, prophète est très mal considéré. Mais en fait, ces gens sont des gens très précis. Ah oui, ils sont très précis. Et le fait d'être instinctif ne veut pas dire que ce qu'on dit n'est pas logique. Oui, d'ailleurs, il règle son compte à André Comte, justement. Il y a des pages sur le positivisme qui sont traitées de jeux d'enfants. Ouais. Qui ne sont pas sérieux, ça n'a aucune consistance. Il règle son compte justement à ce rationalisme. Alors Bonald, lui, est un antidémocrate primaire, secondaire et tertiaire. Il y a des mots sur la démocratie fabuleux, mais fabuleux. La démocratie qui a... Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Alors Bonald, lui, pose les fondements de la société, de toute société respectable et respectée, qui fonctionne. C'est la famille, la propriété, le sol sur lequel on est né. Et la loi sur le droit d'aînesse lui semble une absurdité totale. Ah oui, oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, les grandes propriétés sont scindées entre mais si avec les grandes propriétés, mais il y a les grands groupes industriels. Les grands groupes industriels. C'est la même chose. Et c'est ce dont la France a souffert sous les Mérovingiens, avec le fait que régulièrement, chaque fois qu'un roi mourait, le royaume était scindé entre tous les enfants. Tout était éclaté. Pour Barbey, c'est... Et qu'en plus de ça, ils se battaient. Ils se battaient les uns et les autres, ils se tuaient les uns les autres, et ils tuaient la descendance, on le voit avec la descendance de Charlemagne. Ah, oui. Ils tuaient les enfants c'était horrible. Alors, il a des propos très clairs. Hein. La révolution a commencé par la déclaration des droits de l'homme, et elle ne sera finie que par la déclaration des droits de Dieu. Donc on continue, on est en pleine révolution, finalement. Oui, alors il y a un passage qui est assez amusant où Barbey discute est-ce que vraiment Bonald doit rester au top de ma liste, parce que Bonald, il aime bien finalement la monarchie constitutionnelle anglaise. Donc est-ce qu'il doit rester dans ma liste Et il pardonne à Bonald parce que Bonald dit non mais j'accepte la monarchie constitutionnelle anglaise parce que d'abord il y a très peu de choses écrites et elle fonctionne, cette démocratie, elle fonctionne de façon monarchique. Oui. Donc on l'accepte. Mais c'est limite. Oui. Heureusement qu'il n'a pas vécu jusqu'au XXe siècle. Oui. Mais le mépris du passé que nous vivons aujourd'hui, prenons seulement l'exemple du mépris du Moyen-Âge, l'obscur Moyen-Âge, qui est une bêtise absolue du XXe siècle, contre lequel une femme s'est élevée, la grande Régine Pernoud. Entre autres, oui. Entre autres. Et ça, le mépris outrageant du passé, c'est quelque chose qui... le sidère, puisque en fait, le passé nous a fabriqués. Oui. Et alors, donc deux personnages qui écrivent très bien en plus. On les lit avec beaucoup de plaisir. Arrive donc Chateaubriand et son génie du christianisme. Et c'est vrai que le génie du christianisme, c'est fantastique. Je ne l'avais pas lu... Parce qu'on nous lit toujours, quand on est en classe, quand on était en classe, dans ces petits extraits de Lagarde et Michard qui ne signifiaient rien. Oui. Moi, j'étais passée complètement à côté du génie du christianisme. Puis un jour, on m'a envoyé une version abrégée du christianisme, probablement pour les enfants. Eh bien, ça m'a été très utile parce que j'ai dévoré le texte et j'ai compris ce que voulait dire Chateaubriand. Bien sûr. Et ça, c'est quand même... C'est très, très symptomatique que ce soit un texte qui ne soit pas éduqué et donné. Et oui, et Barbey n'a que des mots louangeurs pour Chateaubriand, juste pour le génie du christianisme. Oui. Ensuite, il passe le reste de son portrait à le mettre plus bas que terre. Oui. Mais
il faut imaginer ce qu'est à l'époque cette bombe qu'est le génie christianisme quand il sort, juste après les grands massacres de la Révolution. L'Europe qui a feu et à sang partout, où Dieu est jeté le plus bactère, ses prêtres jetés dans les fleuves, etc. Et lui sort ça. Et c'est un succès, mais gigantesque. Oui, il a une expression, Barbet, une expression extraordinaire. Vérité que Chateaubriand proclame à la face d'une société fatiguée de guillotine et de néant. C'est fantastique. L'association des mots guillotine et néant. C'est très très fort. Et si vous voulez, alors, sa description des sociétés est très très amusante. Les sociétés, comme les filles séduites, payent avec des larmes et quelquefois avec du sang leurs erreurs. C'est quand même les sociétés comme des filles séduites. Et c'est vrai que la société a été séduite par la Révolution, après par la monarchie constitutionnelle, mais tout ça s'est terminé tragiquement. Séduite et violée, comme une partie de la société était contre. Oui, violée, absolument. Mais je trouve que cette réapparition de Chateaubriand nous fait du bien, absolument. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Chateaubriand ? Il a voulu être à la mode. Il a voulu, au bout d'un moment, il a fini par... Enfin, c'est ce que lui reproche Barbet. Oui. Barbet lui reproche d'avoir eu un ego qui a grossi considérablement. Il lui a reproché d'avoir voulu prendre les rênes opérationnelles, se mêler du pouvoir. Oui, être élu. Être élu. Il a voulu être aimé par les masses. Et donc, il a commencé à affadir son discours, à en enlever des morceaux, à accepter des choses que Barbet... pour lequel Barbet, c'est impossible, les élections, etc. Et donc, Barbet les reinte. Chateaubriand a déraillé. Est-il encore royaliste ? On ne sait pas trop. Et donc, il a des phrases sur... oui, ici, il lui reproche notamment d'avoir été l'inventeur de cette phrase atroce qui est les royalistes, de ceux qui sont plus royalistes que le roi. C'est Chateaubriand qui accuse à un moment les royalistes d'être plus royalistes que le roi. Et ça, Barbet, là, c'est vraiment ça, il lui reproche tout au long du portrait d'avoir osé dire une chose pareille. À un moment où les rois n'osent plus être rois, les royalistes deviennent plus royalistes que le roi. D'ailleurs, c'est une injure qui marche toujours. Oui. C'est une injure qui marche toujours. Dans le langage commun. Alors qu'en fait, c'était une... Il faut toujours être plus royaliste que le roi, ne serait-ce que pour arriver à son but. Il y a ce général Vendée qui dit « Si je recule, tuez-moi. Tuez-moi. » Absolument, absolument. Et alors, cette inclination vers le libéralisme, c'est le péché absolu pour Barbet. Cette inclination qui fait que l'ordre est renversé et que des considérations uniquement de profit ou de surprofit économique peuvent passer au-dessus de la bienveillance, de la destination universelle des biens, etc. Et donc, pour Barbet, c'est pour ça qu'il va chercher un moment blanc de sa bonnet, et pour Barbet, c'est pas possible. C'est une lâcheté, c'est une trahison, c'est inique. Enfin, après, c'est avec sa langue, qui est bien plus belle que la mienne. Qui est très, très forte. Et puis, en plus de ça, le but non avoué du libéralisme, c'est l'exclusion du catholicisme. C'est sa destruction. Et l'exclusion du paysage, et donc, à terme, évidemment, la destruction. Et ça, c'est quand même passionnant, parce que 2 siècles après, on y est. Ah oui, il écrit en toutes lettres que le capitalisme, à un moment, va avoir besoin de détruire les corporations, ce qui était le cas, les familles. Les familles. Pour cause de hiérarchie. Pour cause de hiérarchie et pour cause de protection. Et à la fin, jusque les rapports entre les individus. Barbet a vu tout ça. Il a vu tout ça. Avec un siècle d'avance. La fin de la propriété privée, etc. On ne crée pas 3 pouvoirs qui vont se détruire les uns les autres. On arrive à une équation d'anarchie. Ça, c'est fabuleux. On y est encore. On y est encore. Et il dit ça en 15 mots. Oui, en 15 mots. En 10 mots, enfin, c'est... Mais... Barbet, il promet une torche, en fait, dans les... J'ai l'impression que c'est vraiment... Il enflamme. Et... il termine ce portrait de Chateaubriand en disant « Il est devenu un homme de son temps. Hélas, dit Barbet. »
Parce qu'il il y a toujours cette idée qu'on doit être en dehors de son temps. On ne doit pas épouser son temps. Ça, épouser son temps, c'est le péché parfait. Le juste milieu, pour Barbet, c'est l'ennemi absolu. Enfin, le péché, la faute parfaite. Oui. L'idiotie parfaite. Quelque chose comme le « en même temps », pour Barbet, c'est impensable. Oui. C'est... Bon, j'extrapole un peu, mais... pour un Barbet, un Chateaubriand, il est peut-être quelque part, il est peut-être macronien, quoi. Oui, mais dans le juste milieu, là, en même temps, faire des concessions, etc. Alors, notre Lamennais, qui était quand même prêtre, une figure hiératique en noir, un visage assez fin, Lamennais a très bien commencé, tout de même, hein. Ah oui. Très bien commencé. Je cite cette phrase. À chaque jour qui passe, les prophètes de l'avenir, les rêveurs qui insultent l'histoire, reçoivent de terribles démentis, soit de la nature humaine qui répond par son train ordinaire, comme le train des globes de l'espace, soit de l'expérience et des faits. Ça, c'est quand même fabuleux. Les prophètes de l'avenir reçoivent toujours leurs prophéties dans la tête. En retour. Et alors ça c'est drôle aussi. Démocrate isolé, momie sans arôme et sans bandelette d'un républicanisme pourri qui croule en déliquescence et flue de toutes parts autour de nous, il n'est dangereux qu'à la manière de l'infection. C'est quand même rude, hein. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Lamennais va en effet rentrer dans le monde. Il devient député. Et alors là, c'est la fin de tout. Et là, il rentre dans le juste milieu, les concessions. Et parfois, il va contre des choses qu'il a dites. Il écrit quand même, donc il fait son essai sur la différence entre les religions, entre Demeure 1817, 1823, en plusieurs tomes. Et il explique quand même que la guerre les démocrates ont commencé par mener une guerre contre l'Église, et que maintenant que l'Église ont vaincu, ils livrent la guerre à la société, parce que la société, finalement, celle qui existe, a été créée par l'Église. Et donc, ils détruisent petit à petit la société les unes après les autres. Et Lamennais décrit en quoi, morceau par morceau de la société, ils sont soit déjà attaqués, soit vont l'être. Ça, pour Barbet, c'est une prophétie, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais Lamennais ensuite, une fois député, vote des lois, vote parfois avec des démocrates, ce qui est impensable. Oui. Non, mais là aussi, la caricature de notre temps. Lamennais, qui était quand même prêtre, a défini quand même ce que c'est que le progrès. Et ça, c'est très, très important. On n'a pas progressé parce qu'on a vieilli, on a progressé parce qu'on a élevé son sens moral. Donc le progrès dépend de chacun d'entre nous. Et ce n'est pas un gouvernement politique qui va nous l'imposer. C'est fantastique. C'est tellement vrai en plus. Oui, Lamennais fait partie des gens qui considèrent que un État dépend... la forme d'un État dépend de l'État, de la société. Si la société est morale, si la société est catholique, alors mécaniquement on va vers un État socialiste. À l'inverse, catholique. Si en revanche la morale est détruite, l'Église est détruite, etc., on va se retrouver avec un État pourri. C'est QFD. Alors après, vous avez vous avez mis des articles que Barbet a consacrés à certains personnages qu'il aimait. Oui. Et là aussi, c'est très très intéressant. C'est des articles puissants. Eh bien, il y a un article sur Rivarol que Burke appelait le Tacite, tellement il appréciait. C'est incroyable, ça. Oui. Et Barbet fait part de l'admiration qu'il a pour... il est le seul auteur pour lequel il manifeste cette admiration. Rivarol était un causeur de génie qui a ébloui des milliers de gens au cours de sa vie. Et Barbet regrette qu'il n'ait jamais utilisé ce génie pour en sortir un livre, enfin en tout cas une œuvre à la mesure du génie de Rivarol. Et distille cette nostalgie et ce regret tout au long du portrait. Et alors, ces phrases sur Rivarol, à propos des journées du 5 et 6 octobre, quand la royauté s'arrache d'elle-même aux injonctions d'une canaille devenue la reine de France. Cette canaille, c'est l'opinion publique. C'est quand même... Et puis bon, c'est les réflexions de Rivarol sur le nombre. La loi du nombre qui, évidemment,
empêche les meilleurs et les plus intelligents et les plus efficaces et les plus nobles et les plus purs. Et puis surtout qui n'a rien à voir avec la vérité. Et qui n'a rien à voir avec la vérité. En quoi est-ce qu'une addition de voix produit une vérité? Alors on a parlé de Taine avec les origines de la France contemporaine. Ce sont des témoignages irrécusables, vivants et saignants de toute la France, pas seulement de Paris, pas seulement de Paris. Et ça, c'est très important. Et alors, ce constat, le premier mobile de la Révolution, c'est le vol. Là, ça remet les choses à la juste hauteur. C'est qu'en fait, c'est vrai que la Révolution, c'est une histoire de vol, on ne le dit jamais assez. Vol des propriétés nobiliaires, vol des propriétés de l'Église, vol de... c'est faramineux, et qui dure encore aujourd'hui. C'est toujours un sujet d'argent quelque part. Et vous savez que, petite parenthèse, à Metz, il y a failli y avoir un concert totalement inapproprié, dirons-nous très doucement, de musique qui n'avait rien à voir avec l'adoration de Dieu, et ni avec la beauté. Et comme la beauté est un pas vers Dieu, c'est évidemment pourquoi ils éliminent la beauté. Et il y a une élue locale absolument furieuse de cette interdiction, qui est tout de même arrivée. Elle dit, mais enfin, ces gens-là sont extraordinaires. Ils estiment que la cathédrale est leur propriété. Mais oui, les églises et les cathédrales appartiennent aux catholiques, de même que les mosquées appartiennent aux musulmans, de même que les temples appartiennent aux temples, les temples appartiennent aux protestants et la synagogue aux juifs. C'est quand même tout à fait étonnant. On n'en viendrait pas à douter de la propriété de tous ces lieux de culte aux autres religions, mais les catholiques, eux, n'ont pas le droit d'avoir ce sentiment d'appartenance à leur cathédrale. Oui, parce que techniquement parlant... Ah oui, non, mais la technique... Juridiquement parlant, ils n'appartiennent pas aux catholiques, ça appartient à l'État. Non, on est bien d'accord, mais ces lois proviennent de ce vol. Oui. Donc, si vous voulez, on s'assoit sur ces lois. C'est pas possible d'imaginer que la cathédrale appartient à la République, qui par ailleurs crache tous les matins sur l'Église et qui expulse les congrégations et qui, encore une fois aujourd'hui, bataille tous les matins pour supprimer les écoles catholiques et maintenant les écoles hors contrat qu'ils ont juré de fermer. Donc c'est très amusant parce que ce n'est pas un délire de gens attachés au passé qui dit ça, c'est l'élu local encore aujourd'hui. Ouais, elle nous joue la révolution tous les matins. C'est quand même épuisant. Alors, Taine, et puis une allusion à Donoso Cortés. Ah, plus qu'une allusion, il fait son portrait. Et c'est fantastique ça aussi, parce que Donoso Cortés, c'est quelqu'un de très important. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pouvait le rajouter. Alors, oui. Ces 8 portraits qu'on rajoute ne sont pas dans l'édition originale de Barbey. Non, à la suite. Et ils ont été écrits parce qu'il était journaliste aussi. Donc, ils ont été publiés dans des journaux et nous avons recensé, récupéré, pris ceux qui faisaient du sens, soit parce que la cravache de Barbey était le portrait d'Auguste Comte et il faut le lire une fois dans sa vie, puisqu'il il leur met une place très très basse. Et en expliquant d'ailleurs en quoi ce monsieur est devenu, l'humanisme d'Auguste Comte et le positivisme d'Auguste Comte sont devenus la colonne vertébrale des valeurs de la République. Mais de l'autre côté, il a dit beaucoup de bien de Donoso Cortés, il a dit beaucoup de bien de Pascal, il a dit beaucoup de bien de... Donc c'est des portraits qui s'inscrivent, on trouvait que ça s'inscrivait bien dans les premiers prophètes du passé. Ce qu'il y a de très joli, encore une fois, c'est cette phrase « Dieu a gardé l'avenir en donnant le présent à l'homme ». C'est quand même... C'était quand même une idée. C'est quand même une idée, une image extraordinaire. C'est vrai que personne ne peut prévoir l'avenir. Mais il n'est pas exclu que tous ces gens aient été inspirés, comme l'étaient les prophètes. Oui. Ils écrivent tellement bien. Absolument. Et la mise en valeur du pouvoir des Jacobins. Alors, les Jacobins, bon, on les connaît pendant la période révolutionnaire. Le problème, c'est qu'ils sont toujours là. Oui. Et
Cette France contemporaine, et ça c'est dans Taine, cette France contemporaine, au sujet de Taine, c'est pas le texte de Taine, cette France contemporaine qui ne croit plus à rien de ce qu'elle croyait autrefois, Dieu l'en a punie en la faisant croire bêtement aux politiques, au gouvernement des majorités, à ce gouvernement par les masses, cette immense menterie qui aboutit toujours au gouvernement oppresseur des minorités séditieuses. On y est, là. Oui, complètement. On y est. Et Taine, il n'arrive pas du tout de ce bord-là. Et il a été... ses alliés naturels n'ont pas compris pourquoi il a été menacé. C'est quelqu'un qui a pris des coups pour écrire ce qu'il disait, qui était l'inverse de ce dont il venait. Taine a prouvé que partout où il y avait des révolutionnaires, il y avait des jacobins, c'est-à-dire des minorités triomphantes qui, sorties du nombre, répudient et oppriment le nombre, filles des majorités qui tuent leur mère. Et au fait, c'est si bien là une loi de la lâche nature humaine que la majorité se laisse toujours tuer, même sans se défendre, et qu'elle tend toujours passivement la gorge au bourreau qui va l'égorger. Elle devient un veau d'abattoir. Nous ne parlerons pas du grand Charles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir publié ce texte, Les prophètes du passé. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Je trouve qu'il y a des livres qui répondent à un besoin. Celui-là, oui. Vous êtes allé le chercher et c'est tout de même un baume sur nos esprits un peu traumatisés ces derniers temps. Ce sera un beau livre, parce qu'on le fait imprimer dans la Nièvre, dans une SCOP, une imprimerie Labellerie qui appartient à ses ouvriers. On choisit un beau papier. Vous avez... c'est un bel ouvrage, on est attaché à cette qualité du livre. Et alors, vous le trouvez sur Internet, pour l'instant, sous le titre La 11e heure, qui est la maison d'édition. Donc, vous pouvez l'acheter, et puis après, vous le trouverez sur Amazon et partout, bien sûr. Non, pas sur Amazon. Pas sur Amazon. Non, Amazon, non. Bon, mais directement sur la 11e heure, alors. Directement sur la 11e heure, ensuite dans beaucoup de librairies. D'accord, oui, bien sûr. La Procure, la FNAC, etc. Mais non, Amazon n'appartient pas à nos valeurs. Bon, bravo. Je voudrais terminer cette émission, Sylvain de Moulenheim, vous ne m'en voudrez pas, parce que je trouve que ça complétait parfaitement. Ces livres publiés par Via Romana, ce petit format à l'italienne, au lieu de chrétienté, de la Terre Sainte aux confins de l'Occident. Et c'est une liste de présentations de petits tableaux des grandes églises et des grandes cathédrales de notre monde chrétien. Et nous allons de Jérusalem à Annecy-le-Vieux, de Rome à Pontigny. Enfin, il y a des dessins extra. Alors, le texte est magnifique parce que nous avons bien sûr des explications de l'origine de ces églises. Des prières au sein de ces églises et des très très jolis dessins. Alors ces textes ont été faits par Defendente Genolini, c'est un nom évidemment d'emprunt, c'est un homme discret, mais c'est un travail... Je peux dire que c'est un prêtre. C'est un texte absolument merveilleux. Et les dessins qui sont à côté sont très très beaux. Et c'est une promenade à travers l'Europe absolument magique. J'avoue que c'est un très très beau livre. Via Romana, vous le trouvez sur le site de Via Romana. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain de Moulenheim, d'être venu ce matin. Dernière citation de Chateaubriand, tout de même. « Le monde futur appartient à la démocratie, et c'est vrai. Elle est à présent déchaînée, et déchaînée par ceux-là même qui devaient la contenir. » Beau portrait de notre triste temps. Merci beaucoup. Merci, madame, à bientôt. Amis de TV Liberté, à très vite.
Chers amis de TV Liberté, nous continuons cette émission littéraire par une invitation au concert. Nous avons la joie de recevoir deux chanteurs, un chanteur et un chef d'orchestre, le docteur Michel Lefebvre de l'ensemble Jubilaté de Versailles et le jeune ténor Cyril Secaldi de l'ensemble Séquencier. Et tous les deux vont nous parler de leur prochain concert, le Requiem de Gilles pour les funérailles de Rameau, pour Michel Lefebvre, et le Stabat Mater de Dvorak pour Cyril Secaldi. Alors, nous vous écoutons, Michel Lefebvre, sur ce Requiem de Gilles qui n'a pas été entendu depuis très longtemps. Alors, en tout cas, merci Anne de me recevoir. Ça devient maintenant un rendez-vous annuel. Je suis ravi de vous rencontrer une fois de plus et de pouvoir présenter aux téléspectateurs de TV Liberté un programme que j'espère original et ce qu'on essaie de faire habituellement. Donc là, nous donnons une version qui est peu connue du Requiem de Jean Gilles. Gilles dit de Tarascon, qui est un compositeur contemporain de Campra. Oui. Et quel siècle? C'est le XVIIe siècle, 17e, 18e, enfin c'est plutôt le 18e d'ailleurs, parce qu'il est né à la fin du XVIIe et il est mort très jeune, hein, Jean Gilles, il est mort à 36 ans. En fait, c'est un tube du XVIIIe siècle. Le Requiem de Gilles a été donné à de très nombreuses reprises pendant tout le XVIIIe siècle. En particulier, l'histoire est très amusante parce que c'était deux familles du Parlement de Toulouse qui avaient commandé pour leur père un requiem que Jean Gilles a composé. Et quand les deux commanditaires se sont rendus compte que ça coûtait très cher, ils ont refusé de faire jouer cette œuvre. Et donc Gilles, un peu vexé, leur a dit c'est terminé, ce requiem, on le donnera que pour ma mort. Il est mort 2-3 ans après. À l'âge de 36 ans. Et ce requiem a été donné pour le duc de la Force, pour lui-même, Rameau, pour Maria Legzinska et pour Louis XV, après la mort de Louis XV, en particulier une fois à Notre-Dame de Versailles et à l'Oratoire à Paris. Mais en 1764, les deux co-directeurs du concert spirituel, François Francoeur et François Rebel, évidemment, c'était l'œuvre la plus réputée pour les requiems à cette époque, et ils ont réécrit ce requiem pour les obsèques de Jean-Philippe Rameau en 1764. Et c'est donc cette version de 1764 qu'on va donner, qui est de fait très très peu connue et qui est très originale. Quel est votre air préféré, Michel Lefebvre? Alors, le Requiem de Gilles, je le connais depuis que j'ai 17 ou 18 ans. Ma femme le connaît depuis qu'elle a 2 ans. Elle le chantait avant de savoir chanter au clair de la lune. Il faut dire que la famille Lefebvre, de père en fils, sont des musiciens. Et Michel Lefebvre donc, a chanté très très jeune. Ses frères aussi, son frère en tout cas. Oui, mes 2 frères ont chanté. Gabriel et les enfants de Gabriel commence une carrière de chanteur tout à fait magique. Moi, j'aime beaucoup leur voix. C'est Gaël Lefebvre et Blanche Gaël. Lefebvre. Qui chanteront à ce concert. Qui chanteront à ce concert. Et donc, alors, donnons tout de suite les coordonnées. Ils vont apparaître sur l'écran. Mais c'est un concert qui sera donné le 24 mars à Versailles, à Sainte-Jeanne d'Arc, et le 27 mars à Paris, à l'église Saint-Roch. Alors, quel est votre... Tout est beau. Je réponds en fait finalement à votre question. Tout est beau dans ce requiem. On ne saurait pas quoi dire de mieux. Le Kyrie, parce qu'il est très symptomatique du fait que cette œuvre a été réarrangée. Donc, le début de ce Kyrie est vraiment de la main de Jean Gilles. Et on passe au milieu de ce Kyrie à une composition qui a été faite par François Francoeur et François Rebel, qui reste dans la même tonalité et qui donne un caractère solennel, et on sent déjà l'influence de la fin du XVIIIe siècle. Dans la version qu'on va donner, je rajoute quelques pièces de Rameau qui aussi permettent d'être dans le contexte de cette mort de Rameau, et en fait c'est un hommage à Rameau. Et il y a un moment très particulier qui paraît presque, comme on dit maintenant de nos jours, lunaire. C'est l'élévation qui a été complètement rajoutée et qui est
totalement mozartienne. C'est-à-dire qu'on passe d'une atmosphère complètement baignée de lumière et pleine de sérénité et d'espérance, pardon, dans le reste de ce requiem, à une élévation où on passe de 1705, où ça a été écrit, à 1764. Donc on passe en 5 minutes du début du 18e à l'ère mozartienne, et donc en 35 minutes, on fait un panorama de l'évolution de la musique française et européenne, d'ailleurs, pendant le XVIIIe siècle, ce qui est très étonnant. Et après, on retourne dans la composition de Gilles, et on termine par un requiem, une communion qui est absolument paisible, superbe, et qui se termine par Et Lux Perpetua, comme toutes les œuvres du XVIIIe, où on est à peine mort qu'on a déjà la lumière du ciel. Oui. Merci de nous rappeler que la lumière nous attend, la lumière divine nous attend. Ça aussi, c'est bien oublié. C'est un beau message. Bravo. Voilà, en fait, on aime toujours, l'ensemble s'appelle Jubilate, il faut toujours que ça se finisse par de la joie, et on finit par la joie du ciel. Mais de toutes les façons, écouter un concert, c'est un don de la joie. Toujours. On espère, et donc l'autre œuvre, c'est l'Inexito Israël de Mondonville, qui est, comme tous les motets de Mondonville, quelque chose de très très descriptif, extrêmement exubérant. On a le passage de la mer Rouge, etc. On a l'impression d'y être. On est mouillé. C'est absolument... Non, justement, on passe à sec. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir invités à ce concert. On peut acheter son billet sur place. Oui, alors on peut acheter sur place et on peut aller sur www.billetweb.fr ou alors aller sur le site de l'ensemble Jubilate de Versailles. Le site, c'est ensemble-jubilate.versailles.fr. Très bien. Et là aussi, on peut directement prendre les places directement. Et les places sont à ? Je ne sais pas, je ne suis pas très très fort en chiffres. Vous êtes un pur esprit. Ça doit être 21 €, je crois. Très bien. Très très bien. Alors, tournons-nous vers vous, Cyril Secaldi. Alors, vous êtes un chanteur, ça y est, un chanteur professionnel. Vous êtes très jeune. Je sais bien que la valeur n'attend pas le nombre des années, mais vous êtes un ténor et vous poursuivez des études de droit. Exactement. Et comment vous êtes tombé dans la musique ? Alors, j'ai commencé la musique vers 9-10 ans avec la maîtrise des Petits Chanteurs de Saint-Dominique, dirigée par Mathieu Bonin, qui est aussi le directeur artistique et chef d'orchestre. L'école Saint-Dominique du PAC ? Exactement. Oui. Exactement. Donc, ça fait bientôt 10 ans que je chante avec lui. Et j'ai récemment passé une audition semi-professionnelle en janvier. Et j'ai été pris, donc c'est merveilleux. Voilà, j'ai 19 ans, donc c'est bien. Un grand enjeu et une grande avancée dans mon un grand pas en avant. Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce Stabat Mater ? Alors moi, j'aime beaucoup, déjà l'œuvre dans son ensemble, parce que c'est une œuvre qui est magnifique, qui est très poignante. Voilà, c'est la mère de douleur qui est au pied de la croix. Donc c'est quelque chose de très évocateur, surtout en cette période de carême. Et moi, ce qui me plaît particulièrement, alors, vous allez me dire c'est un point de vue ténor, mais j'aime beaucoup le Fac Mévéré, donc qui est le mouvement numéro 6. D'accord. Où un ténor solo fait une prière à la Vierge et à Dieu en demandant de pardonner les péchés des hommes qui ont conduit à la mort de son fils. Oui. Et j'aime beaucoup aussi le premier mouvement qui est une célébrissime ouverture d'orchestre avec ensuite dans un peu les ténèbres de la mort de Jésus, les ténors qui rentrent et qui sont solo pendant plusieurs mesures. Et alors, l'ensemble séquencier, quelle est son histoire ? Alors l'ensemble séquencier est né en 2013, mais l'association est officialisée en 2014-2015, donc cette année nous fêtons nos 10 ans. Et c'est pour ça qu'à cette occasion, nous avons décidé de chanter ce Stabat Mater à la salle Gaveau. Donc à l'origine, c'était un ensemble amateur créé par Mathieu Bonin, dont je vous ai parlé, composé de 8 chanteurs et qui chantaient a cappella, sauf pour les productions qui nécessitaient un orchestre. Et dans ce cas, des musiciens extérieurs venaient se greffer sur le chœur. Donc, la première production a lieu en avril 2015. C'était le Requiem de Brahms. Voilà, moi à l'époque, évidemment, je ne faisais pas partie parce que j'avais 10 ans. Mais voilà, et petit à petit, donc Mathieu Bonin, qui était à l'époque au conservatoire de Birmingham et Bruxelles, donc était en voie de professionnalisation, et l'objectif à plus ou moins long terme était de faire de cet ensemble un ensemble professionnel. Très bien. Voilà, donc il y a eu de et nombreuses... vous y êtes. C'est ça, moi j'y suis rentré. Alors en fait... Vous y êtes. C'est un ensemble maintenant professionnel. C'est ça, c'est un ensemble professionnel, mais
a été créé l'année dernière ce qu'on appelle l'Académie Séquencier, qui est une sorte de chœur-école qui intègre des chanteurs amateurs de bon niveau à l'ensemble professionnel dans le but de les faire progresser et un jour peut-être devenir professionnels. C'est comme ça que moi, je suis rentré à l'Académie Séquencier et au bout d'un an, je suis également au Conservatoire de Versailles à côté, j'ai pu intégrer l'ensemble en tant que chanteur professionnel. Ben, ces deux projets me semblent absolument enchanteurs. Donc, je rappelle, à Paris, 3 avril, salle Gaveau à 20h30. 20h. 20h, salle Gaveau. C'est une très belle salle, salle Gaveau. Et le Requiem de Gilles, donc le 24 mars à Versailles, à Sainte-Jeanne d'Arc. À quelle heure ? 20h45. Et je peux rajouter que ces deux concerts, nous les donnons à l'occasion des 10 ans de l'école Charles de Foucault à Versailles. Ah oui. Et au bénéfice de l'école. Et pour célébrer les 10 ans de cette école qui a été créée, donc voilà, à Versailles. Donc c'est deux anniversaires. Voilà. Exactement. Nous avons 10 ans. Je ne peux pas m'empêcher de souligner la grande richesse de ces écoles catholiques qui ont des éléments brillants et qui n'apprennent pas seulement à compter, ni à lire, ni à écrire, mais aussi à chanter. D'ailleurs, si je peux juste rajouter quelque chose, plusieurs chanteurs de l'Académie Séquencier, donc chantant en tant qu'amateur à Séquencier, viennent de l'école Saint-Dominique. Viennent de l'école Saint-Dominique, voilà. Le chant est absolument partie prenante de l'éducation. Merci à tous les deux de nous le rappeler et nous serons présents bien évidemment à ces deux concerts et j'espère beaucoup de téléspectateurs aussi. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci Anne. Chers amis de TV Liberté, nous filons au cinéma avec Renaud de Bourleuf. Bonjour Renaud. Bonjour Anne. Alors, vous êtes allé à toutes les cérémonies, César, Oscar, et vous avez été comblé, je crois. Je n'y suis pas allé en personne. Les Césars à Paris, c'était pas loin, mais les Oscars à Los Angeles, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Oui. Alors, la cérémonie des Césars, la 50e cérémonie des Césars, c'est un bel anniversaire. Sauf que là, nous ne sommes plus au temps de Jean Gabin et de Romy Schneider, évidemment. Autrefois, la première cérémonie, en 76, c'était Jean Gabin qui remettait le César de la meilleure actrice à Romy Schneider. Autrefois, c'était le prestige du cinéma français qui était récompensé. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est, parce que comme vous l'avez constaté lors de cette cérémonie qui a eu lieu le vendredi 28 février... Je me suis évité ce problème. Les films que les Français ont aimés ont été tout simplement snobés par l'élite culturelle de l'Académie des Césars. Donc je parle d'un petit truc en plus, aucune récompense. En fanfare, aucune récompense. Et le Comte de Monte Cristo... 2 récompenses seulement, meilleur décor et meilleur costume. Et j'en oublie un, Monsieur Aznavour. Oui. Aucune récompense non plus. Le Comte de Monte Cristo, notons-le, a obtenu quand même le César des lycéens, qui est une catégorie à part, elle n'existe que depuis 2019. Cette catégorie, elle est donnée plus par justement des personnes qui ne sont pas dans le milieu, on va dire, du 7e art, qui ne sont pas dans le milieu culturel, intello. C'est un bon signe de réaction de la jeunesse. Exactement, la jeunesse a apprécié cette œuvre inspirée d'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature. Ça donne envie de se plonger dedans. C'était un beau film, je veux dire. Voilà, c'est un film qui est librement inspiré d'un grand classique. L'adaptation, elle est ce qu'elle est, mais le film est réussi, voilà. Oui, mais enfin, c'était très bien cerné, c'était bien joué, il y avait de beaux décors, de beaux costumes. Il y avait un message, il y avait... le message, c'est pas le même que celui du roman, c'est dommage. Il est un peu galvaudé. Il y a une partie du message du roman qui y est tout de même, cher... Renaud, ne soyez pas trop exigeant, parce que là, vous allez vivre mal ces prochaines années. Oui. Il faut prendre le bonheur. Ça faisait partie de ce qu'on avait de mieux dans les dernières années, c'est vrai. Mais les personnages étaient beaux et voilà. Les personnages féminins, c'est vrai qu'ils avaient pris effectivement de belles actrices. Beau, ou de beaux acteurs, c'est selon les points de vue, évidemment. Moi aussi, mais j'aime bien Pierre Ninet, je trouve qu'il était très bon. Non, mais pour moi, le cinéma, si vous voulez, c'est quand même de belles images et de beaux acteurs.
Quand il n'y a pas l'un ou l'autre, je suis malheureuse. Alors, le César a été remporté par... Le César du meilleur film a été remporté, sans surprise, par Emilia Pérez. Alors, racontez-nous un Emilia peu Pérez le qui a sujet. obtenu 7 récompenses. Emilia Pérez, ça se passe dans le milieu du narcotrafic. Mexicain. C'est l'histoire, voilà, mexicain, c'est l'histoire d'un narcotrafiquant qui, pour échapper à ses rivaux, va devenir une femme. Oui. Le rôle principal est joué par un certain Carlos Gascon, qui se fait appeler Carla Sofia Gascon. Donc dans la vraie vie, en dehors du tournage, cette personne est une femme transgenre. Voilà, je cherche les mots parce que c'est un peu compliqué avec leur histoire d'homme transgenre, femme transgenre. Oui. Alors, traduction en français courant, une femme transgenre, c'est un homme qui décide d'être une femme. C'est ça. Ouais, parce que des fois, parce qu'on pourrait penser que c'est Ce qui est, l'inverse, on ce qui est s'embrouille un donc petit le peu. cas du héros. Comme dans le non, héros, non. le personnage principal du film. Oui, Oui, exactement. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, l'acteur qu'ils ont choisi est à l'image du C'est ça. personnage C'est un film principal. fait par une femme. Non, par un Ah non, homme. pas un homme. Le réalisateur, c'est un certain Jacques Audiard. Ah oui, Jacques Le Audiard. fils de Michel Audiard. Non, mais Ah, vous vous rendez compte, Michel Audiard, ses acteurs, c'était Jean Gabin, c'était Lino Ventura, c'était Jean-Paul Belmondo. Ses actrices, c'était Mireille d'Arc, c'était Jeanne Moreau aussi, je crois. C'était des acteurs et des actrices. Bon, son fils, il met en scène un homme ou une femme, on ne sait pas trop. Voilà. Mais... Ah si, on sait que c'est un homme, mais bon... Non, mais c'est au goût du jour. C'est au goût du jour. Et ça a marché puisque La il a le César. cérémonie remporte. Bon, la on passe cérémonie vite. César récompense l'idéologie, récompense même plus on passe vite parce l'Académie méprise les goûts du public. Oui. Alors, si on peut conclure sur une note positive dans cette cérémonie des Césars, c'est que l'acteur Carlos Gascon, connu sous le nom d'artiste de Carla Sofia Gascon, était, notons ce scandale, nominée pour le César de la meilleure actrice. Bien sûr. Pas du meilleur acteur, de la meilleure actrice. Finalement, c'est quand même une femme qui l'a eu. Voilà, tout va bien. C'est quand même une femme qui a eu ce César. Et ensuite, transition, nous allons passer outre-Atlantique chez nos amis américains. La cérémonie des Oscars a eu lieu 2 jours plus tard, le dimanche 2 mars, et Emilia Pérez était à l'honneur. 13 nominations. Faut quand même songer que c'est un chiffre très important. Le record du nombre de nominations, c'est 14 nominations. Donc, un record détenu par Titanic et par La La Land. Le plus grand nombre d'obtentions d'Oscar, c'est 11. Donc c'est Ben-Hur, Titanic et Le Seigneur des Anneaux. Le 3e tome du Seigneur des Anneaux. Donc avec 13 nominations, Emilia Pérez était vraiment mis à l'honneur. C'est exceptionnel pour un film non anglophone, puisque la cérémonie des Oscars récompense traditionnellement les films anglo-saxons. Bon, finalement... Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils n'ont eu que... C'est la devise américaine. Ils n'ont eu que 2 récompenses et pas l'Oscar de la meilleure actrice. Parce que ce monsieur Carlos Gascon était nominé aussi pour l'Oscar de la meilleure actrice. Mais il ne l'a pas eu. Et alors, qui a remporté l'Oscar ? Alors, c'est une actrice du nom de Mickey Madison qui est relativement peu connue, elle n'a que 25 ans. Elle a remporté cet Oscar pour Anora. Anora, c'est le film qui a été primé à Cannes aussi, on en a beaucoup parlé. C'est un peu le grand gagnant de la cérémonie des Oscars. C'est un film qui met en scène des mafieux russes à New York et à Las Vegas. Bon, évidemment, c'est ça, pour montrer combien ils sont horribles. Pour montrer comment les Russes sont des affreux méchants. Ça plaît toujours aux Américains. Oui, et c'est aussi à la mode. Et c'est terriblement d'actualité. Oui, parce qu'il n'y a pas d'oligarque américain, jamais. Il n'y a pas d'oligarque ukrainien, il y a juste les oligarques russes. Vilain. Continuons. Alors voilà, que peut-on dire de plus ? Les Oscars, c'est vrai que les Oscars, il faut le reconnaître, récompensent encore la qualité cinématographique, à part cette aberration de nominer monsieur Carlos Gascon pour l'Oscar de la meilleure actrice. Mais finalement, ils lui ont pas donné la récompense, mais il y avait quand même cette sélection officielle. Tandis que les Césars, ça ne récompense plus malheureusement que l'idéologie. On pourrait y voir un signe positif si les Césars permettaient de rattraper les oublis du public. Je m'explique. Il y a des films de qualité que le public ne remarque pas, qui passent inaperçus. On a eu à la fin de l'année dernière Prodigieuse, qui a été oubliée par le public. L'histoire de ces 2 sœurs pianistes qui... Et un autre exemple aussi, c'est Syntex. On avait beaucoup parlé lors de notre émission du mois de que décembre. C'est un très bon film et qui a été un peu oublié. Oui, il présentait quand même des qualités de cinéma certaines. Les Césars pourraient justement compenser ces oublis, mais c'est même pas le cas. Ils ne récompensent que des films idéologiques. Emilia Pérez, l'histoire d'un homme qui se prend pour une femme. L'histoire de Suleiman, les aventures d'un clandestin
clandestin guinéen sous OQTF, Oui. dont l'acteur principal a tourné alors qu'il était sous OQTF. Oui, oui. Maintenant, il est naturel. C'est bien, Il a son parce que titre, maintenant, il est il a son récompensé. titre. C'est bien. Bien. On est que dans des œuvres de propagande. Et on a l'impression que les goûts du public et la qualité artistique, on lui tresse pas de laurier. Mais voilà, c'est les mœurs du temps. Moi, en tout cas, ces bons films que nous avions aimés vont passer à la télévision, donc et qui ont été choisis par le public, ils vont passer un de ces 4 matins à la télévision, et ça sera bien. Et après, ils sont toujours plébiscités par le public, parce qu'il ne faut pas oublier que cette cérémonie des Césars et celle des Oscars, elles ont un prestige indéniable. Aux États-Unis, les Oscars, c'est presque un titre de noblesse. Quand on parle, par exemple, de Titanic, on dit le film aux 11 Oscars, Oui. Mais en fait, c'est juste un surplus de notoriété, vous voyez. Oui, oui. La vraie reconnaissance, elle est celle du public. Si je prends l'exemple des Oscars, il y a des figures majeures du cinéma américain qui n'ont jamais été récompensées. Oui. Alfred Hitchcock n'a jamais remporté l'Oscar du meilleur réalisateur. Kirk Douglas n'a jamais remporté l'Oscar du meilleur acteur. Pour ne prendre que les exemples vraiment les plus typiques, alors que ce sont évidemment des monstres sacrés. Mais la vraie reconnaissance, elle est du public, et le public ne s'y trompe pas. Je vais prendre un exemple très simple. En 2005, c'était il y a 20 ans déjà, c'était la première fois que je regardais une cérémonie des Césars avec intérêt. J'avais que 12 ans. Et donc, le suspense autour de cette cérémonie, c'était quel film va remporter le César du meilleur film. Est-ce que ce sera Les Choristes ou Un long dimanche de fiançailles? C'est quand même les deux gros succès de l'année. Deux grands films. Je n'avais pas encore vu Un long dimanche de fiançailles, je l'ai vu un peu plus tard. Surprise, le film récompensé, ça a été L'Esquive, un film qui se passe dans les cités, dans les banlieues fort sympathiques. Déjà. Un film qui avait été ignoré par le public, dont le public a découvert l'existence, et qu'aujourd'hui tout le monde a oublié, tout le monde a esquivé, alors que Les Choristes et Un long dimanche de fiançailles, à chaque fois que ça repasse à la télé, le public est toujours au rendez-vous. Bien sûr. Donc en fait, là, on sait où est la vraie reconnaissance. Et cette cérémonie des Césars s'enfonce dans le ridicule, évidemment. Il y a un film qui est passé sur M6. Alors c'est un film en 3 parties, donc vous tapez M6 Replay, Mémoire vive. Et c'est un très joli petit film. L'actrice principale, c'est Clémentine Célarié, qui est une bonne actrice, qui est à la fin de sa carrière, mais qui joue les vieilles dames avec un humour extraordinaire. Et on rit beaucoup, et pourtant le sujet n'est pas drôle. C'est une femme qui a exercé la profession de greffière dans une petite ville sur l'océan Atlantique en France. Et sa retraite a sonné, et malheureusement, elle constate qu'un début d'Alzheimer se déclare. Et le médecin, pour lui redonner le moral, lui dit « Mais vous n'avez pas, chère madame, un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps ?» Et elle ne répond pas, elle rentre chez elle et elle sait qu'elle a un projet. Parce qu'elle a été témoin, en tant que greffière, de l'injustice patente de la justice, c'est-à-dire 7 individus, 7 mauvais bougres ont échappé à la justice parce qu'ils étaient protégés par les élites locales. Ils faisaient partie de l'élite locale, et donc il n'était pas question qu'ils soient condamnés. Et elle va décider de les éliminer un par un. Je n'en dis pas plus parce que je veux laisser le plaisir de la découverte, mais c'est quand même très très rigolo. D'abord, ça a une fonction de catharsis, vous savez, cette façon que le théâtre et le cinéma a de vous présenter ce que vous auriez envie de faire. Parce que quand la justice ne rend pas la justice, certains ont envie de passer à l'acte. Il ne faut surtout pas, mais certains, alors là, vous voyez quelqu'un qui passe à l'acte. Et cette vieille dame ne se prend jamais au sérieux. À son 3e cadavre, elle veut quitter les lieux, mais elle a oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Normal, puisqu'elle a ce début d'Alzheimer. Alors elle se balade avec son petit carnet. Et parallèlement, dans ce film qui donc s'appelle Mémoire vive, M6,
il y a une jeune femme qui est une policière et qui, elle, a perdu la mémoire de sa jeunesse. Je n'en dis pas plus, je vous laisse le bonheur de cette vision et j'ai vraiment pris un grand plaisir à le regarder. Voilà ma quête du jour. Il faut regarder à la télé, parce qu'effectivement, au cinéma, non, il faut chercher beaucoup. Il n'y a pas grand-chose. Il faut chercher en ce moment. beaucoup sur la télévision, mais quand on cherche, on finit par trouver. Et en étant patient, sinon les autres jours, on prend un livre. Merci beaucoup, Renaud de Bourlœuf. Et c'est moi qui vous remercie, Anne. À très vite, au mois prochain.